Donc bonjour à tous et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Erwan, prenez place, je vous en prie. Déjà une bonne entrée en matière, j'ai trouvé, sur cette séquence d'ouverture. Je vais vous présenter quand même. Tout le monde vous connaît, mais bon, il y a quand même 2-3 choses à connaître avant qu'on vous entende. Déjà, vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Et puis sur le plan du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'intelligence artificielle, savoir que vous avez été un des rapporteurs de la commission de l'IA, présidée par Philippe Aghion et Anne Bouvreau, et qui a remis son rapport au président de la République en mars 2024, on y reviendra. Et puis plus récemment, des travaux pour l'IGESER cette fois, co-auteur d'un rapport sur l'usage de l'IA à l'école, et qui est sorti il y a une dizaine de jours. Vous avez peut-être déjà vu ça. Donc l'IA pour l'éducation, c'est vraiment au cœur de vos préoccupations et c'est une chance de vous avoir aujourd'hui comme grand témoin de cette université d'été. Ça vous donne un pouvoir, celui d'intervenir un peu comme quand vous le souhaitez. Voilà. Mais pour l'instant, pour cette séquence-là, vous avez totalement la parole. Donc je le disais, on va revenir sur ce fameux rapport remis il y a quasiment 1 an et demi. La commission de l'intelligence artificielle qui était évidemment qui brassait très large, hein, pas seulement le sujet de l'éducation, mais qui déjà pointait la nécessité de former tout le monde à l'IA, mais spécifiquement aussi les enseignants. On est donc un an et demi plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que les choses ont avancé? Est-ce que ça avance assez vite? Alors, est-ce que ça avance assez vite? En tout cas, on n'était pas parti d'un point zéro. C'est-à-dire qu'il y avait quand même eu la stratégie nationale, rapport Villani, qui avait déjà tracé plusieurs chemins. Il y avait les 3 IA que vous connaissez. 3 IA qui sont ancrés dans des pôles universitaires et dans lesquels il peut déjà y avoir des réflexions autour de l'éducation, de ses modalités, de l'éducation à l'intelligence artificielle. Les 3 IA ont permis le développement d'un certain nombre de masters en IA. Aussi d'une vision qu'on appelle dans le rapport X plus IA, c'est-à-dire que depuis 2018, on n'a plus une vision monodisciplinaire de l'intelligence artificielle, mais on voit bien qu'il y a des interactions croisées sur l'ensemble des autres discipline. Donc on ne partait pas de rien. Et je pense que ce sur quoi on a insisté dans le rapport, qui a 2 volets, hein. Il y a un volet éducation stricte, enfin éducation nationale, et un volet enseignement supérieur, recherche, innovation. Dans ces 2 parties, on insiste sur le fait qu'on ne part pas de rien du tout. Et d'ailleurs, dans le service public, l'usage de l'intelligence artificielle a déjà débuté. Maintenant, pour ce qui concerne les recommandations qu'on a pu porter. Oui, bien sûr, il faut que l'intelligence artificielle fasse l'objet d'une formation, d'une éducation dédiée. Et le seul élément, c'est que la réponse ne consiste pas uniquement à former à l'usage de l'IA. Je pense que vous l'avez déjà largement exprimé. Et puis je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a conduit une réflexion. On est quand même 1 an et demi après, et la DGCIP, DGESCO, DNE, toutes les administrations, tous les réseaux, maintenant on conduit cette réflexion. On sait qu'on doit former à l'IA, mais je pense, et je pense presque à titre personnel de plus en plus, c'est de moins en moins un sujet scientifique en tout cas. J'insiste. Une formation à ce qu'est l'intelligence artificielle d'un point de vue technocentré, scientifique, est un des éléments effectivement qui va permettre un usage professionnel ou un usage personnel orthodoxe. Mais bien au-delà, on a besoin de faire des citoyens et d'avoir des citoyens qui sont complètement en capacité de comprendre ce qu'elle est, ce qu'elle produit, et surtout cet épineux sujet qui est de former nos futurs citoyens à se construire une vision critique de tout ce qui les entoure. C'est évidemment vrai de l'intelligence artificielle, mais c'est aussi vrai de manière encore plus prégnante de tout ce qui est
cet écosystème réseau social, numérique, intelligence artificielle qui s'entremêle aujourd'hui et qui conduit donc à plus porter en fait notre formation à l'IA sur la formation, comment dire, les éduquer à ce qu'elle produit, à ce qu'elle est véritablement, qu'à ce qu'elle contient d'un point de vue technologique. C'est en ce sens que j'insiste sur le fait que l'éducation à l'IA ne doit pas se centrer uniquement sur l'aspect technologique de ce qu'elle est. Donc on ne part pas de rien. On sait qu'il faut former les élèves et donc il faut former les enseignants par voie de fait. Avec évidemment deux sous-sujets là-dedans, qui est comment transformer la formation initiale de ceux qui vont être enseignants, comment vont-ils s'approprier ces outils IA dans leurs modalités, dans leur quotidien, comment ça peut aussi contribuer à l'attractivité du métier d'enseignant. C'est pour ça que, effectivement, ça fait plusieurs fois que je participe à des échanges avec le réseau des INSPE, qu'on a notamment avancé le fait qu'on puisse associer les EdTech pour permettre de voir un peu ce que ça représente. On en parle comme d'un objet virtuel, mais mettre les mains dedans, voir comment ça peut changer ce métier et de les intégrer, y compris dans la programmation de la formation de ceux qui deviendront enseignants, pour qu'ils voient un petit peu comment ces outils, ces assistants, ces outils, en tout cas pas ces solutions, ça je ne veux pas entendre ce mot-là. S'il y a déjà des EdTech présentes, voilà, ce ne sont pas des solutions, ce sont des outils. Si je peux contribuer à certains éléments de langage de ces 2 prochains jours. Donc, ces outils vont permettre pour certains de changer véritablement le métier, de permettre probablement de monter en qualité la pédagogie, la personnalisation, le suivi des élèves. Mais donc ça nécessite vraiment une montée en charge de la formation. Et pour finir, cette énorme responsabilité qu'on va avoir, qui est d'accompagner tous ceux qui sont déjà en exercice. Il y a un document important qui est sorti il y a quelques semaines, ça a été rappelé tout à l'heure, le cadre d'usage de l'IA en éducation, qui était très attendu. Quand on avait échangé, c'était juste avant, et vous disiez il faut que ça sorte. Qu'est-ce que ça change d'avoir ce cadre d'usage d'après vous? C'est aussi une pierre importante dans cet édifice? C'est un devoir qu'on a collectivement. Nous sommes plusieurs à y avoir contribué depuis de longs mois. DNE, DGESCO, IGSR, Secrétariat Général, DGRH, DAGE, etc. etc. Les périmètres sont larges et permettent quand même d'offrir un cercle de sécurisation de ceux qui vont l'utiliser. C'est bien et c'est beau de dire politiquement il faut utiliser l'IA, etc. Mais lorsqu'on l'utilise en classe et qu'on est enseignant ou qu'on est au sein d'un INSPE et qu'on utilise ça et qu'on va donc engager ceux qu'on forme à cet usage-là, on a besoin de savoir que l'institution nous sécurise dans cet usage. Donc, ce qui est quand même élégant, je trouve, c'est qu'on l'a vraiment travaillé ensemble, par interaction, par contradiction, par débat au sein des différents services. Et je pense que le cadre d'usage aujourd'hui répond à cette attente-là. Il n'est peut-être pas, enfin, il n'offre pas comment se servir d'une IA. Enfin, il n'est pas une formation, il est un cadrage. Il n'est pas une doctrine, c'est-à-dire qu'il offre un périmètre d'explication à ce qu'elle est, à ce qu'elle peut apporter, mais aussi avec les précautions d'usage. C'est vrai qu'on peut écrire des rapports d'inspection peut-être, mais il faut respecter un certain nombre de règles, la première étant la RGPD, donc il faut parfaitement maîtriser et rappeler donc ce qu'elle est. Moi, ce que je trouve intéressant depuis qu'on l'a sorti, c'est que dans les académies, il y a eu une appropriation très forte. Dans les réseaux sociaux, on voit énormément de synthèses, illustrations, iconographies qui sont faites autour de ce cadre d'usage. Ce qui veut donc dire qu'il y a vraiment, ce que je disais en préambule, on a une appropriation très forte et en fait une maturité très forte du système. On ne peut pas dire que le système éducatif ne soit pas agile, quoi. Ça, on ne peut pas le dire. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes co-auteur d'un rapport qui vient de sortir pour l'IGSR sur l'IA à l'école. Entre nous, est-ce que vous avez utilisé l'IA justement pour rédiger ce rapport? Alors, non. Pour écrire le rapport, non. Enfin, moi, j'aime pas ça parce que je trouve qu'il y a toujours une matrice d'écriture
que je n'aime pas, enfin qui se reconnaît quand même. Alors, je ne veux pas dire que je suis un détecteur d'IA, mais enfin, ça marche pas. Mais j'aime pas ce côté douceâtre de son écriture. En revanche, sur la synthèse de réunion, le compte rendu, moi j'ai travaillé aussi beaucoup sur l'analyse de rapports, sur les mots-clés qu'on peut en ressortir, voir un petit peu ce qui ressort en fait de certaines conversations qu'on peut avoir. C'est un outil statistique extraordinaire quand même. Donc voilà, il faut savoir comment on l'utilise. Sur la rédaction de rapports, à titre personnel, non. Mais voilà, pour les raisons que je vous disais. Ok, bon, parenthèse fermée. Ce que vous dites dans ce rapport, l'ensemble des auteurs, hein, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, on ne part pas de zéro. Il existe plein de choses. Il y a aussi beaucoup d'acteurs, vous l'avez rappelé, toutes les directions générales, et les acteurs aussi EdTech, etc. Et une des recommandations, enfin, ou d'un constat en tout cas, c'est qu'il manque une forme de coordination. Et vous faites plusieurs recommandations à cet égard. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles, qui doit piloter en fait ce sujet-là? Est-ce qu'il faut un pilote, des pilotes? Alors, oui, il faut un pilotage. C'est-à-dire qu'il faut un message clair. Il faut un message clair qui ne soit pas non plus castrateur. C'est-à-dire qu'on a quand même le risque, à un moment donné, lorsqu'il y a un pilotage fort, une verticalité forte, qu'on a tendance à avoir quand même dans le système éducatif, d'un effet inhibiteur. Donc voilà, il faut réfléchir vraiment à ce qu'on appelle le pilotage. Une stratégie nationale, plutôt qu'un pilotage, un peu comme le porte Guillaume Avrin dans un domaine plus général et macroscopique au niveau de l'État, me semble pertinent, à savoir de ce où l'on va avec l'IA dans le système éducatif. Et quand je dis système éducatif, c'est probablement système éducatif et enseignement supérieur, puisqu'on a, alors, je ne vais pas dire la chance, mais en tout cas, actuellement, un ministère qui regroupe l'ensemble des activités et d'avoir une vision globale. Par exemple, on a un cadre d'usage qui profite actuellement à l'éducation nationale, mais avec lequel, pour l'instant, on n'a pas interagi sur le cadre d'usage dans l'enseignement supérieur, alors qu'on a un ministère, enfin, on a une ministre. Donc cette vision partagée, on ne peut pas dire qu'on l'ait construite pour l'instant. C'est en ce sens qu'il faut probablement souhaiter un pilotage, mais encore une fois, au sens d'une stratégie convergente, partagée, et en particulier lorsqu'on parle des INSPE ou des BTS ou des CPGE, dont on sait qu'elles vont avoir une perméabilité entre le SUP et le SCO. Donc on sait très bien de toute façon qu'on ne peut pas se limiter à avoir un pilotage d'un côté dans l'éducation nationale et dans l'autre dans l'enseignement supérieur. Une stratégie nationale qui permette de dire pourquoi on le fait, comment on le fait, qu'est-ce qu'on veut en faire. Si je parle du sujet compétences et métiers d'avenir, qui est un vaste sujet dans lequel on met beaucoup d'argent public quand même. Si on veut véritablement amener des jeunes à évoluer, autant de filles et de garçons, d'évoluer vers les carrières du numérique et de l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui se porte depuis l'éducation nationale pour amener des jeunes vers le sujet de l'IA notamment, parce qu'on en parle ici. Donc ça veut dire que ça s'intègre dans une stratégie nationale. Donc ça veut dire qu'il faut mettre une éducation à l'intelligence artificielle avec ces différents spectres de ce qu'est l'éducation à l'intelligence artificielle. Si on veut attirer plus de filles, il faut probablement ne pas, je dis et je répète, pas avoir une vision probablement trop 100% technocentrée. On a la chance d'avoir aujourd'hui une science, pas la chance d'avoir une science, d'avoir aujourd'hui un objet qui, par sa nature scientifique, influe énormément sur l'ensemble des métiers. Peut-être qu'on peut amener et beaucoup plus de jeunes filles à ces métiers qui sont liés à l'IA, parce que ça porte sur des valeurs croisées qui ne sont pas purement scientifiques, qui peut-être les intéressent un peu moins, de manière générale. Donc portons ce sujet, portons ce message, et qui permettent d'attirer justement des jeunes filles vers les carrières scientifiques. Mais tout ça nécessite effectivement une stratégie commune. Donc oui, il faut une représentation. Je ne dis pas un monsieur, madame, ce n'est pas l'objet, mais en tout cas tracer un chemin qui nous permet de nous projeter à 2030, 2035, etc.
Alors, il y a évidemment former à quoi et il y a la question de former comment, qui va nous occuper aussi toute cette matinée. Personne n'ignore ici qu'une réforme, un vaste chantier pour réformer la formation initiale des enseignants est en cours. Comment faire justement une occasion d'intégrer l'IA à cette formation pour tous pour le coup, les futurs enseignants? Alors, on a déjà une chance, c'est qu'on a les INSPE qui croisent enseignement et recherche, comme je l'ai entendu juste précédemment. Ça veut dire qu'on a cette opportunité d'avoir des INSPE qui sont à l'intérieur des universités, mais en pont avec évidemment les métiers de l'éducation nationale, et qui ont des formateurs à la fois issus du monde réel du système scolaire et du monde de l'enseignement et de la recherche. Donc, ce qui permet de se poser collectivement les bonnes questions par le réseau qui constitue en plus l'ensemble des INSPE sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui, de former à l'IA, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, posons-nous cette question collectivement. Il n'y a pas de précipitation, en fait. Enfin, je veux dire, oui, il y a évidemment le déferlement IA, etc. Mais on n'a pas besoin de répondre pour demain. Il faut arrêter un petit peu ces... Enfin, on a le temps, enfin, c'est pas très grave tout ça. Enfin, oui, il va falloir faire évoluer la manière dont on forme, peut-être moins à l'INSPE, parce qu'on forme à un métier, c'est une formation quand même relativement, même si on part maintenant d'un L1, enfin, donc il faudra intégrer l'éducation à l'IA, l'éducation à l'usage de l'IA, etc. etc. Mais comment dire, on le sait, les briques de compétences de base nécessaires à son usage sont connues et je pense sont maintenant relativement intégrées. Il y a plusieurs gouvernances universitaires qui se sont exprimées sur le fait que comme les éducations au développement durable, aux problématiques environnementales vont intégrer, je pense, matriciellement l'ensemble des composantes. Donc ça c'est moins un sujet. Le vrai sujet, c'est comment les disciplines véritablement vont être affectées par l'IA et comment on va devoir faire évoluer chacune des disciplines, à la fois enseigner avec l'IA, enseigner l'approche, qu'est-ce que l'IA peut changer dans ma propre discipline. Et pour prendre un exemple très important, on va prendre l'histoire géo, par exemple. L'histoire géo et l'IA, ce ne sont pas forcément deux sujets qui semblent de manière simple corrélés. Pour autant, l'usage, vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui est de 100% pour les jeunes de plus de 14 ans à peu près. 100% des jeunes utilisent une intelligence artificielle générative. Ça veut donc dire qu'eux l'utilisent comme substrat pour requalifier, réexprimer le cours qu'ils ont eu ou qu'ils n'ont pas bien compris, ou avoir une information a priori. Et donc ça, l'enseignant ne peut pas ne pas en tenir compte dans son approche métier, dans son approche pédagogique, dans sa séquence pédagogique. Donc ça, il va falloir vraiment amener nos enseignants à en tenir pleinement compte dans ce que ça change leur métier. On en a parlé ensemble. La DGAFP aujourd'hui réfléchit à l'évolution des fiches de poste de tout un tas de fonctions de la fonction publique. Est-ce que nous avons commencé la réflexion de l'évolution de la fiche de poste de l'enseignant à l'ère de l'IA? Autant que je sache, nous n'avons pas encore commencé cet atelier-là. Et pourtant, le métier va être profondément changé. Donc c'est une réflexion qu'on doit avoir avec ceux qui les forment, ceux qui les préparent à être enseignants, ceux qui les forment tout au long de la vie, parce qu'il faut faire évoluer des gens qui ne sont pas nés dans cette période de l'IA. Donc il y a un vrai sujet autour de ça. Encore une fois, il n'y a pas urgence absolue, mais il faut vraiment qu'on constitue des groupes de travail pour savoir comment avoir cette réflexion et ensuite avoir des résultats de cette réflexion. Et enfin, il y a ce sujet complexe de ce que l'IA change en tant qu'outil et ressource pour l'enseignant. Ça, c'est un autre vrai sujet épineux. La DNE étant présente,
on en parle aussi ensemble. Aujourd'hui, un enseignant se repose dans sa classe sur des manuels scolaires. C'était son outil, éventuellement un ordinateur avec Google lorsqu'il y avait un ordinateur et qu'il était correctement connecté. Réalité de terrain, enfin je veux dire, et maintenant, donc, on lui dit on va pouvoir utiliser des outils IA adaptatifs. Donc là, c'est une révolution complète. Hein. Donc on leur a proposé un cadre d'expérimentation. C'est pour ça qu'on n'était finalement pas près que ça, parce que de vieux véhicules budgétaires type TNE, vieux entre guillemets, TNE, P2IA, etc., ont permis en fait de déployer des outils IA un peu partout, mais de manière expérimentale en France. Et dans cette période d'expérimentation, finalement, se sont révélés certains outils qui étaient particulièrement pertinents pour l'enseignant, pour l'enfant, dans la manière de pouvoir apprendre et acquérir des connaissances et compétences, ou assister l'enseignant dans ses gestes métiers au quotidien, le faciliter, etc. Donc on a des outils qui se révèlent extrêmement pertinents aujourd'hui. Il y a probablement des outils demain qui vont se révéler au moins aussi pertinents, et puis d'autres qui... Donc le cadre expérimental permet de faire cette approche darwiniste en fait, de la sélection naturelle des outils. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait des outils pertinents? Parce que ça, c'est une vraie question. Donc il y a plusieurs approches qui sont considérées. En tout cas, on a une approche budgétaire qui est complexe aujourd'hui, on le sait. On a une approche aujourd'hui de se dire, bon, on a des outils extrêmement performants, mais on ne sait pas comment les payer. Mais par ailleurs, on a aussi une intelligence collective, donc on peut, via la communauté éducative, etc., développer une forge. Mais on voit bien qu'il y a un truc là qui ne matche pas complètement. Enfin, on se réconforte à se dire que ça va aller, mais enfin, on se réconforte globalement. Excuse-moi d'exprimer les choses de manière aussi directe, mais on se connaît suffisamment. Mais voilà, on est dans une période inconfortable du fait de la situation budgétaire notamment. Et il faut probablement donc reconsidérer, en tout cas se reposer la question de c'est quoi aujourd'hui la ressource de l'enseignant. Hier, aujourd'hui, c'était le manuel scolaire. Demain, aujourd'hui, c'est probablement toutes ces ressources que sont le manuel scolaire et les outils EdTech, qui ont en fait la même perméabilité publique-privée qu'avait le manuel scolaire hier. Ça veut donc dire qu'il faut probablement franchir ce cap complexe de savoir comment on arrive à offrir cette boîte à outils de la ressource pédagogique comprenant le manuel scolaire et les outils EdTech à destination des enseignants. Est-ce que sur cette question-là, donc c'est un appel effectivement à pérenniser, en tout cas à envoyer un message à ces outils ressources, est-ce qu'il y a un enjeu de souveraineté aussi, puisqu'on sait que sur ce secteur-là de l'IA, il y a des géants, des GAFAM, etc. En France, on a quand même pas mal de EdTech talentueuses. C'est aussi il y a un enjeu pour ça aussi. Alors, souveraineté, en tout cas expertise nationale. Enfin, le sujet de souveraineté est un sujet hyper complexe qu'on a tous à un moment donné évoqué. C'est quoi un outil souverain? Si j'utilise un Mistral mais que les données partent aux États-Unis, est-ce que c'est un outil souverain? Est-ce que les données d'apprentissage ont permis véritablement d'avoir un outil souverain? Donc, ce sujet de la souveraineté. En revanche, l'expertise nationale de développement d'outils dans le domaine de la high-tech, mais pas que, dans le domaine de la santé aussi, nous permet de voir que dans certains sujets, on est très bon. En high-tech, on est très bon. On a vraiment des outils vraiment super intéressants qui sortent, qui sont primés dans des congrès, salons internationaux. Donc c'est bien de voir ça. Et donc il nous faut valoriser ça. Ce qui a fait l'échec du Minitel, c'est qu'Internet est venu, alors que voilà, c'était un bel outil de communication, etc. On n'a pas vu le coup d'après. Donc là, en fait, il serait dommage qu'on ne voit pas le coup d'après, sachant les coups d'après qu'on a déjà loupés avant. Donc voilà, on a une EdTech qui est forte, qu'on a fortement financée quand même, au travers encore une fois, d'objets PIA. On a mis quelques
centaines de millions d'euros dans ces outils-là. Il serait quand même extrêmement dommage, il y a Mireille, il serait extrêmement dommage que cet argent public qu'on a utilisé à permettre de l'innovation, à développer des entreprises, soit aujourd'hui subisse une interférence budgétaire du fait d'un manque d'inventivité à un moment donné au sein de l'administration centrale, au sein de notre propre incapacité à voir comment on arrive à intégrer ça. Donc je ne dis pas, ce n'est pas un appel à la pérennisation, je ne résumerai pas les choses comme ça. Parce qu'encore une fois, les objets d'aujourd'hui ne seront pas forcément les objets de demain, et que dans le sujet pérennisation, on dirait que voilà, il faut cet objet-là, et maintenant il faut un abonnement sur 20 ans de cet objet-là. C'est pas ça que je dis juste qu'il faut probablement un véhicule budgétaire soclé, ça c'est indispensable, de telle manière que les enseignants puissent avoir des ressources pédagogiques qui puissent être numériques, papier, peu importe, AIA, sans IA, voilà, dans une vision un peu plus large. Donc il y avait une proposition qui était ouverte d'un livret qui a été, encore une fois, réexaminé à l'aune des contraintes budgétaires. On appelle dans le rapport à ce qu'il y ait une réflexion sur ce sujet-là. S'il y a une impasse qui se dessine pour ce volet, et bien dans ce cas, encore une fois, moi je pense qu'il faut avoir une réflexion plus large et qui intègre celle du périmètre de la ressource pédagogique. Peut-être dernière question. On a parlé tout à l'heure de la formation initiale des enseignants, mais le grand défi, en tout cas, ça va être de former l'ensemble des enseignants, par la formation continue notamment. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, prenons le temps, mais quand même, faut y aller, quoi. Oui. 1 million de personnes à former, c'est quand même pas rien. Alors, on en parlait tout à l'heure pendant le café. Aujourd'hui, c'est de savoir aussi comment on forme. Dans le rapport, nous soulignons le fait que la demande du terrain, c'est d'abord une part significative de formation en présentiel. Donc former 1 million de personnes en présentiel, c'est très compliqué. En tout cas sur un délai relativement court. On a quand même donc beaucoup de représentation en fait, de la formation des enseignants, enfin, des formateurs en France. Les INSPE, Canopé, Magistère, plateforme numérique, l'ADNE, la DGESCO. Donc voilà, on a plein d'acteurs auxquels on pourrait ajouter Fun, qui pourrait, et qui peut d'ailleurs déjà contribuer à... Et là, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que le dessin et donc le pilotage, la stratégie nationale, manque un peu de dessin là, pour l'instant, là. À savoir qu'il faut avoir un travail collaboratif, éducation nationale, enseignement supérieur, opérateur, de telle manière qu'on sache qui fait quoi, comment, et comment on forme. En fait, il faut fondamentalement se poser et se dire comment on forme 1 million de personnes, plutôt que de se dire moi je veux, c'est comment on forme 1 million de personnes. Voilà, on a 1 an. Il faut inverser la question, inverser la problématique et trouver une solution pour répondre à cette problématique. Rendez-vous dans 1 an alors. C'est ça. Merci beaucoup Herman Merci Fettel. Audrey. Et félicitations. Alors, la séquence, est-ce qu'il y a un temps de questions on a 5 minutes ? Ouais. Allez. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez parlé des freins. J'ai relevé, vous avez dit, je pense qu'il faut faire attention à ne pas manquer d'inventivité. Vous avez parlé des freins budgétaires. Mais vous n'avez pas tellement parlé de la question de l'acceptabilité. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est quid de la communication auprès des familles, des citoyens plus largement,
En fait, pour le dire très clairement, moi je fais partie de chercheurs qui ont été attaqués par des journalistes sur justement le fait que j'avais des recherches sur du EdTech avec des partenaires privés. Et je me suis dit, en fait, aujourd'hui, la parole, la communication, elle est uniquement gérée par des médias qui cherchent à faire des polémiques et à pas forcément expliquer, à être pédagogue. Et donc, je me demande comment on peut travailler sur l'acceptabilité, mais du grand public, et des familles, quoi. Alors, il y a eu un certain nombre de rapports qui ont conduit, c'est vrai, à des effets par les interprétations médiatiques notamment, à des effets, un peu complexes. Il y a eu en même temps le rapport de la commission IA et le rapport de la commission écran, qui ont amené à des débats vraiment intéressants, mais avec des représentations, notamment au niveau de la commission écran, de certaines paroles, très technophobes, quoi. Écranphobe. Donc, en fait, là, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais il n'y a pas urgence et il faut. C'est que dans cette ce moment cette période, où il faut tout conclure très vite, rappeler le fait que la recherche nécessite du temps. Et qu'on ne peut pas dire déjà les effets de l'IA sur les apprentissages, que ça va. En plus, il va y avoir un effet, une séquence temporelle qui est celle, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous allons avoir la première génération native IA qui arrive là. Qui arrive maintenant, qui est celle de ces enfants, 10 ans, passant le cap de téléphone portable avec l'IAG dans le téléphone portable. C'est là, c'est maintenant. Et donc, qui seront nés avec cette IA générative, avec une relation anthropomorphisée, un outil qu'il utilise pour tout, pour faire de la recherche web, pour parler avec, etc. Et donc, sur un âge et une période d'apprentissage, de plasticité neuronale. Donc, cet élément-là, en fait, nécessite 5-10 ans de recherche. Donc, ce temps est complexe sur la décision institutionnelle. Donc, ça veut dire que pour l'instant, il y a du bruit, en fait. Il y a une forme de désordre, d'entropie, en fait, qui conduit, en fait, au fait qu'on a du mal à trancher sur est-ce qu'il faut mettre de l'IA dans le système éducatif ou est-ce qu'il ne faut pas mettre d'IA dans le système éducatif, en particulier avec qu'est-ce qu'on met à l'école primaire. Former à l'IA, c'est pas forcément former avec des écrans déjà. Enfin, moi j'ai insisté là-dessus, c'est en ce sens que je dis que c'est pas forcément uniquement un enseignant à la technologie, c'est que cette approche de voilà ce qu'elle peut me dire, voilà les erreurs qu'elle peut faire, apprendre et enseigner ça, donc enseigner l'esprit critique, c'est un vrai challenge pour nous tous ici collectivement, parce qu'aucun d'entre nous n'avons été formés à la pédagogie, à l'esprit critique. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que dans notre approche pédagogique, dans notre métier de formateur de formateurs, on arrive à savoir comment former à l'esprit critique des futurs formateurs. Donc voilà, tout ça pour dire que l'acceptabilité passe par le fait que nous puissions, à un moment donné, montrer que nous avons une vision macro. On sait maintenant à peu près ce que veut dire le sujet IA dans le système éducatif, et que parce que nous y avons réfléchi, alors voici notre offre de service, entre guillemets. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui de la part des parents et des enfants la volonté de ne pas mettre d'IA dans le système éducatif. Je ne le pense pas. Je parle en pourcentage. Enfin, il y a probablement des gens qui sont contre, mais je pense que la majorité aujourd'hui considère la nécessité d'intégrer le sujet IA dans le système éducatif. Je n'ai pas vu de baromètre qui dise le contraire. Il n'y a aujourd'hui pas au sein de la communauté enseignante, tout le monde est conscient, là aussi notre rapport le dit,
tout le monde est conscient qu'il faut intégrer l'IA. Maintenant, c'est comment. Voilà. Merci beaucoup de votre intervention. Alors, vous avez évoqué à l'instant la question de l'esprit critique, éduquer à l'esprit critique. Nous avons dans les programmes depuis plusieurs années quelque chose qui s'appelle l'éducation aux médias à l'information, qui est une éducation transversale, qui est à la charge de tout le monde, mais finalement, elle est à la charge de personne. Enfin, on sait très bien que l'EMI est malheureusement très présent. Enfin, donc, que pensez-vous de la question de l'articulation IA et EMI, justement? Donc, vous, dans vos rapports, etc., comment vous voyez cette articulation? En fait, je l'ai dit et j'insiste énormément. Il me semble important que le sujet IA ne soit l'objet de l'appropriation de personnes. En disant ça, je ne dis pas que l'EMI ne peut pas contribuer au sujet de l'IA, mais je pense que c'est un sujet, et lorsqu'on a interrogé l'ensemble des collèges disciplinaires de l'inspection générale et encore une fois sur le terrain, il n'y a pas une discipline qui ne dise pas être impactée et donc devoir parler à un moment de l'IA en tant que sujet. Donc on parlait de l'histoire tout à l'heure, l'esprit critique par rapport à la donnée historique, la vision. Je fus, pas le siècle dernier, mais pratiquement enseignant en sciences de la vie et de la terre, interrogé une IAG sur le droit à l'avortement, donc l'éducation à la sexualité. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une seule discipline qui ne soit pas impactée par ce sujet et qui ne puisse faire à un moment donné l'objet d'un moment qui soit lié à l'IA. Donc oui, l'EMI peut évidemment contribuer à former les enfants, les futurs citoyens au sujet de l'information et à des informations, mais qui n'est pas le propre du sujet de l'intelligence artificielle. Mais c'est un parmi tant d'autres. Moi, ce que je pense, et j'insiste énormément dessus, il faut que les gens se parlent, quelle que soit leur discipline et quelle que soit la position où ils sont. Une question un tout petit peu différente. Je ne te voyais pas. Quelle place faire dans nos réflexions à une autre question, qui est celle de l'impact environnemental de l'IA? C'est une question sous-jacente, mais qui me paraît absolument incontournable. Donc, comment est-ce qu'on s'empare de cette question-là, au-delà des questions qui sont les nôtres aujourd'hui sur les usages? Et qui rejoint un petit peu ce que disait Audrey tout à l'heure sur le sujet de la souveraineté, parce qu'on a tendance à penser dans notre vision supermarché que l'IA de proximité peut exister. En fait, il n'en est rien. Donc, c'est pas parce que vous allez acheter votre IA générative française que vous allez acheter vos haricots du coin, quoi. C'est pas du tout ça. C'est pas la même chose. L'IA est énergivore. Elle a un impact environnemental qui est extrêmement important, à la fois en termes de nécessité de courant électrique et de refroidissement et donc de consommation en eau. J'ai eu une conversation avec une personne qui s'exprime énormément sur l'IA, qui s'appelle Alain Goudet, qui est à Neoma, qui s'exprime énormément sur LinkedIn, notamment sur les sujets de l'IA. Et il mettait en avant justement l'approche frugale, donc Mistral, donc des outils souverains, etc. Et je lui disais non, enfin, c'est pas de cette manière-là qu'il faut. Donc oui, elles ont un impact, et oui, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une réflexion sur un usage mesuré de celle-ci, en particulier lorsqu'on parle d'un système aussi gros que le nôtre. Parce que si à un moment donné on fait un usage massif de l'IA par nos enseignants et nos élèves, on parle de un peu plus d'une dizaine de millions de personnes tous les jours qui vont utiliser cet outil-là, et donc avec un impact environnemental extrêmement fort. Donc oui, ça veut dire qu'il faut qu'on ait dans ce cas-là une vision sur quels outils proposer, probablement plus frugaux. Alors, moi, j'entends beaucoup parler du partenariat avec Mistral, encore une fois, qui est un sujet porté et accompagné notamment au sein du ministère de l'Enseignement supérieur. Pour l'instant, au niveau éducation nationale, ce n'est pas un sujet qui est évoqué. Alors même qu'il existe des objets universitaires,
notamment un pas loin d'ici, et qui permet un usage beaucoup plus frugal. Donc c'est vrai que ce sont des choix qu'il faut arbitrer, qu'il faut savoir pourquoi on utilise de gros opérateurs par rapport à des opérateurs publics enseignement supérieur. RAC-Garennes est un bel objet, encore une fois, et donc il faudrait voir comment, et beaucoup plus frugal en l'occurrence, mais peut-il passer à l'échelle ? Et s'il passait à l'échelle, deviendrait-il à ce moment-là beaucoup moins frugal ? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'ailleurs, il me semble bien que nous aurons un petit moment RAC-Garennes sur ces 2 jours, donc il faudra leur poser la question. Mais voilà, donc en tout cas, oui, il faut avoir en tête que l'usage de ces technologies, mais de tout ce qu'on fait en fait, tout ce qu'on fait a un impact environnemental, et celui-ci en particulier parce qu'en fait c'est sa pertinence en fait. C'est un outil pertinent, c'est un outil utile fondamentalement. Et parce qu'il est utile, sinon il n'y aurait pas un tel niveau d'usage. Moi je ne peux pas penser qu'il y ait autant de milliards de personnes qui fassent un usage ridicule et inutile d'une technologie. C'est que ça montre sa pertinence et son utilité. Maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser un outil pertinent et utile sans qu'on dévaste la planète ? Ça, c'est une vraie question. Merci. Et merci pour vos questions. Merci encore. À tout à l'heure, Erwan. Je vous l'ai dit, vous levez la main quand vous voulez.